Merci de votre fidélité à l'ORTB. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45 minutes. Place à présent au forum de discussion. En Afrique, la chasse est une activité importante, notamment en milieu rural. Ceci dans le dessein d'assurer la nourriture aux populations. Dans les régions forestières, il existe peu d'alternatives en matière d'élevage pour la fourniture de protéines animales. Mais en plus de la déforestation, la chasse commerciale est devenue la menace la plus directe pour l'avenir de la faune sauvage. Et les scientifiques s'inquiètent. C'est justement les raisons donc de la tenue de ce forum de discussion. Et pour en parler, j'ai invité pour vous des spécialistes, d'éminents professeurs d'université qui réfléchissent depuis quelques jours sur cette question de la déforestation, notamment la problématique de la chasse villageoise et le commerce de la viande de brousse dans le contexte des épidémies et pandémies d'origine animale. C'est une question de santé publique et de conservation des ressources naturelles en Afrique. Pour en parler, j'ai invité pour vous le professeur Brice Saint-Saëns, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour, cher professeur. Bonjour, cher journaliste. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, professeur. Juste à vos côtés, docteur Tchabi Sylvestre Diagon, vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de la faune. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter également mon invitation. Et puis, en face, le docteur Jean-Didier Akponan, vous êtes à African Parks et vous êtes spécialiste de la faune au parc national de la Pendjari. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci également d'avoir accepté mon invitation. Pardon. Et au téléphone, j'ai l'honneur donc d'avoir le docteur Philippe Gobert. Vous êtes généticien, spécialiste du traçage de la provenance des animaux. Vous êtes à l'université Paul Sabatier de Toulouse, c'est en France. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation. Malheureusement, vous n'êtes pas sur ce plateau, mais on va pouvoir échanger donc au téléphone. Alors, docteur Philippe Gobert, l'organisation d'une telle rencontre scientifique, pourquoi avoir pensé à cette thématique dans le contexte africain et dans le contexte béninois plus précisément? Alors, le commerce de faune sauvage, il faut savoir que c'est un problème global pour l'humanité, je dirais, car il participe à la 6e extinction des espèces, l'extinction de masse des espèces que l'on vit à l'heure actuelle. Et il représente également un risque sanitaire pour l'humanité quand on sait qu'environ 75% des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, donc sont d'origine animale. Alors juste pour resituer la question dans un contexte continental, il faut savoir qu'au niveau du commerce de faune sauvage, on est passé d'une économie de subsistance traditionnelle, locale, à une économie globale qui implique l'extraction de 5 millions de tonnes de gibier chaque année qui sortent des forêts d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et cette chasse est non durable car non gérée dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'on parle littéralement de crise de la viande de brousse. Alors, au Bénin, l'initiative est partie d'un programme soutenu par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, donc l'institut auquel j'appartiens, à travers une jeune équipe associée à l'IRD sur ce thème central de l'impact des prélèvements de faune sauvage et du commerce de faune sauvage sur la régénération forestière au sud Bénin, notamment sur les services écosystémiques qui sont rendus par la forêt, puisque la forêt produit différents types de services pour l'humain, que ce soit nourriture, fourniture de matériaux, etc. Donc la question pour nous, c'était de comment on pourrait procéder à une gestion raisonnée des ressources, donc notamment des ressources fauniques, sur la base de données scientifiques que l'on pourrait produire. C'était vraiment l'objectif du projet. Alors juste pour un petit peu aller plus dans le détail, au niveau du Sud Bénin, la situation est particulière en ce qui concerne le commerce de faune sauvage parce qu'on a deux types de marchés. C'est assez unique dans la zone parce qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on n'a pas forcément ça. Au Bénin, vous avez les marchés de viande de brousse, donc qui sont destinés à la vente d'animaux pour la consommation, et vous avez les marchés de dépouilles qui sont très nombreux, qui sont plutôt destinés à des pratiques médicinales ou rituelles. Voilà. Donc, ces deux marchés vont avoir des impacts différents sur la faune. En tout cas, au Sud Bénin, ce que nous, on a pu trouver, pour lancer un peu le débat après avec les collègues, c'est que pour les marchés de viande de brousse,
ils sont peu nombreux, hein, finalement, et ils ont un impact local sur la faune. On va retrouver des espèces de gibier plutôt opportunistes, c'est-à-dire capables de vivre dans des milieux semi-anthropisés ou totalement anthropisés, à fort taux de reproduction, donc des espèces qui sont censées être capables de soutenir l'effort de chasse qu'elles subissent. Alors attention, ces types de marchés peuvent aussi mettre en danger certaines espèces parce qu'on retrouve par exemple des antilopes comme les guibes et les céphalophes de Walter qui représentent une partie importante de la biomasse retrouvée sur ces marchés de viande de brousse et qui n'ont pas ces stratégies de reproduction à fort taux de reproduction, je dirais. Donc ces espèces-là peuvent être les plus menacées par ces marchés. Mais globalement, sur ces marchés de viande de brousse, on va retrouver des espèces plutôt petites et à fort taux de reproduction. Donc, on pense que ces types de marchés-là sont plus durables, en tout cas à l'instant T. Pour les marchés de dépouilles, c'est vraiment différent et c'est ce qui est intéressant au Sud Bénin. C'est qu'on a constaté un impact plus large sur la biodiversité, aussi bien en termes de nombre d'espèces qu'on a retrouvées sur ces marchés, que de diversité fonctionnelle. Alors, je vais m'expliquer. Hein. Alors, tout d'abord, le maillage de ces marchés est très dense. On a estimé un marché par 350 km², ce qui est vraiment très dense et unique, je pense, pour l'Afrique de l'Ouest. On a aussi observé une grande diversité de mammifères sur ces marchés, 94 espèces. À ce jour, c'est le nombre le plus élevé d'espèces de mammifères retrouvées sur les marchés en Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Et on a aussi constaté une provenance de ces espèces de tous les habitats et de toutes les zones du pays, voire même à l'extérieur du pays. Donc on a un brassage énorme des espèces qui sont vendues sur les marchés. Et ce qu'on peut conclure en 2 points, c'est que on a constaté un impact sur les services écosystémiques liés aux prélèvements qui alimentent ces marchés, parce que beaucoup d'espèces retrouvées sur ces marchés sont des disperseurs ou des régulateurs. Donc, ils ont un rôle important, soit dans la régénération forestière, si ce sont des disperseurs de graines, par exemple, soit dans la régulation de populations considérées comme des pestes ou des populations de nuisibles, si ce sont des régulateurs. Et l'autre point qu'on a constaté, et là la boucle est bouclée, je dirais, c'est que on a aussi constaté un risque sanitaire lié aux pratiques des marchés de dépouilles avec l'utilisation de produits chimiques toxiques qui servent à préserver les dépouilles, qui elles-mêmes sont ensuite consommées ou utilisées par les clients. Et là, on a un vrai risque de santé publique. D'accord, docteur Philippe Gobert, vous êtes généticien, je le rappelle, spécialiste du traçage de la provenance des animaux et vous êtes à l'université Paul Sabatier de Toulouse, c'est en France. Mais merci beaucoup, vous restez avec moi, docteur Philippe Gobert. Professeur Brice Cessin, vous avez suivi, il a rappelé le contexte global dans lequel s'organisent donc de telles réflexions de scientifiques comme vous. Est-ce que la chasse est réglementée? Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que notre collègue Philippe a très bien planté le décor de ces rencontres, de ces manifestations pour animer vous voyez, nos laboratoires, nos départements, nos facultés, nos universités. Je rappelle que l'université avant tout, c'était d'abord la lecture et puis après les échanges de connaissances, les échanges d'expériences pour que nous puissions nous enrichir mutuellement, ce qui se fait régulièrement à l'université d'Abomey-Calavi, fort heureusement. Globalement, la chasse est à la fois réglementée, mais pratiqué aussi par d'autres qui sortent de la réglementation. C'est réglementé étant donné qu'il y a quand même des textes qui régissent énormément la pratique. C'est beaucoup plus perçu pour ceux qui viennent, ceux que nous appelons les chasseurs sportifs,
on vient pour le plaisir de chasser. C'est aussi réglementé pour ceux qui ont besoin de la viande de venaison, la viande de gibier, mais qui se disent, il y a une loi, je respecte la loi, je paye mes taxes d'abattage, et je peux aller prélever le buffle, telle antilope, et ainsi de suite. Mais le gros problème qui est soulevé, c'est la grande masse, j'allais dire, qui pratiquent la chasse en dehors de ces dispositions. On retrouve cela surtout dans nos terroirs villageois. Bon, j'ai un fusil, j'ai un piège, je vais rapidement tendre cela et capturer rapidement quelque chose. Tant que c'est pour la consommation, nous supposons que c'est plus ou moins en équilibre avec le milieu. Mais malheureusement, j'ai besoin un peu de sous, je vais faire la chasse, et je vends en cachette rapidement ce que j'ai trouvé. Et comme c'est en cachette, je ne peux pas mettre le prix fort. Donc, pour gagner davantage, il me faut chasser davantage, malheureusement, en dehors de la loi. C'est ce que nous appelons le braconnage. Vous n'avez quasiment pas de permis de chasse et vous pratiquez cela. Et c'est ça qui est un peu diffus et non perceptible et rend le suivi relativement difficile. Ça veut dire qu'en fait, il y a la loi, mais il y a ceux qui préfèrent passer... Malheureusement. Malheureusement. Mais quelles sont les espèces concernées, justement, docteur Chabi Sylvestre Diagoun, les espèces concernées par cette pratique de la chasse? Ok, merci monsieur le journaliste. Avant de rebondir sur votre question, j'aimerais préciser que en situation d'abondance, la chasse est beaucoup plus sélective. Mais ce que nous constatons de plus en plus, surtout au sud du Bénin, il y a une rareté des ressources et ces ressources sont encore surexploitées. Et donc, du coup, toutes les espèces sont concernées, de la microfaune jusqu'à la mésofaune que nous avons au niveau du sud du Bénin. Ce qu'il faut peut-être dire et profiter de votre plateau, c'est un peu citer quelques espèces qui sont déjà des espèces menacées de disparition sur la liste rouge du Bénin. Okay. Parce qu'au cours de cette étude, nous avons remarqué que près de 65% des espèces sont déjà des espèces listées sur la liste rouge du Bénin, et notamment les pangolins, et qui sont très vulnérables et faciles à chasser. Et le pangolin actuellement est en danger critique d'extinction. Et il y a beaucoup d'espèces de primates aussi qui font partie de cette chasse-là. Et comme l'a su bien dit aussi le docteur Philippe, il y a beaucoup d'espèces d'antilopes, les guibes, les sitatungas, toutes ces espèces n'échappent plus à la chasse. Et comme je vous l'ai dit, toutes les espèces sont systématiquement chassées parce que la ressource est rare. Voilà. Mais, docteur Jean-Didier Akpona, avec cet état des lieux fait, il y a beaucoup de craintes à avoir. Merci, bien sûr. Vous qui êtes d'ailleurs au parc national de la Pendjari. Merci. Et d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais dire que African Park assure la gestion du parc national de la Pendjari depuis 2017. Et donc, nous participons à la conservation durable des espèces de faune. Et pour aller encore plus loin, nous avons des conventions de collaboration avec les universités, dont l'Université d'Abomey-Calavi à travers le laboratoire d'écologie appliquée avec lequel nous travaillons beaucoup sur les questions de recherche, etc., pour pouvoir accompagner les axes de conservation. Alors, la chasse, comme le professeur l'a dit, il y a des règles qui régissent la chasse au Bénin. Et au niveau du parc, nous avons ce qu'on appelle la chasse sportive, comme il a précisé. Et cette chasse, c'est une chasse très bien organisée avec des amodiataires qui ont vraiment des clients qui viennent chasser. Alors, il y a malheureusement aussi beaucoup de personnes qui préfèrent l'illégalité, et ceci a un impact sur la conservation de la faune.
Et pour compléter le docteur Diagon, il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui qui sont vraiment en danger critique d'extinction. Quand nous prenons par exemple le guépard, et c'est un félin et qui est malheureusement chassé pour plusieurs fins et qui est en danger critique d'extinction, dont la dernière population viable est au niveau du parc national de la Pendjari, où nous comptons aujourd'hui à peine 19 individus au niveau du parc. Nous avons aussi le lion, où la dernière population viable est au niveau du parc, et avec une estimation aujourd'hui de 133 individus de lions. Nous avons aussi plusieurs espèces d'antilopes, comme les bubales et les damalisques, qui sont aussi aujourd'hui d'une préoccupation très grande en termes de conservation, et où les populations sont en train de diminuer. Donc nous sommes en train de faire beaucoup d'études actuellement et avec les universités pour pouvoir comprendre les déterminants qui affectent la viabilité de ces espèces. Mais, docteur Philippe Gobert, 65% d'espèces menacées de disparition, c'est le chiffre qu'a rappelé à l'instant le docteur Diagon. C'est quand même assez important, hein, comme chiffre. Oui, tout à fait. C'est assez préoccupant. Alors, c'est intéressant aussi de constater que certaines espèces retrouvées sur ces marchés de dépouilles sont considérées comme éteintes au Bénin. Je pense au cercocèbe à collier blanc, qui est un primate, ou viennent même d'autres régions et sont menacées dans d'autres régions, telles que le gorille ou l'éléphant. Donc, on a un grand nombre d'espèces menacées qui proviennent du Bénin et des pays limitrophes, voire plus loin. On a aussi, ce que notre étude a montré, la majorité des espèces qui sont retrouvées sur les marchés n'ont pas un statut qui est évalué sur la liste rouge du Bénin. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas encore quel est leur statut de conservation. Et notre étude va permettre justement d'orienter des recherches sur ces espèces-là qui pourraient être en fait menacées, et pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, beaucoup d'espèces sont menacées. Oui. Et la grande question est comment faisons-nous pour inverser la tendance? Justement. Et dans ce sens, c'est la recherche et la conservation, et aussi l'application des lois qui, ensemble, vont permettre d'enclencher cette reconstitution au niveau de la faune. Et aussi, comme ils l'ont précisé, dans le sud du Bénin, et vu que la densité des espèces est très faible et la demande est très grande, vous comprenez que toutes les espèces sont chassées. Bien sûr. Parce qu'il n'y a plus de sélection en fait. Et donc dans ce cadre, il faut vraiment renforcer d'abord la recherche, la sensibilisation, nous allons revenir sur ça. Évidemment. Et aussi comprendre, surtout au niveau des espèces déjà en danger critique d'extinction, comprendre un certain nombre de facteurs génétiques, etc., culturels, et afin de prendre les bonnes décisions et d'orienter les actions de conservation. On reviendra d'ailleurs sur les solutions de façon concrète aujourd'hui, les propositions qu'il faut faire pour inverser, comme vous le dites si bien, la tendance. Mais professeur Brice Saint-Saëns, le commerce de la viande de brousse et des dépouilles d'animaux, on doit continuer avec ça? Merci. Parce que c'est quand même une problématique très sérieuse. Il y a quelque chose qui a été vite avancé, et c'est bon de le repréciser. Oui. Vous voyez, quand notre collègue de l'IRD France et de l'Université de Toulouse, le docteur Philippe, il a fait référence à la liste rouge du Bénin. Et il a dit il y a même des espèces pour lesquelles on n'a aucune information sur le statut de conservation. C'est l'occasion de dire combien il est important de faire de la recherche, de connaître ses ressources, son patrimoine naturel. Dans ce cas-ci, vous cliquez sur la carte du monde, sur les pays qui ont fait l'effort d'établir une liste rouge.
En Afrique, nous ne sommes que deux. L'Afrique du Sud et le Bénin. C'est extrêmement important. Pour une liste rouge exhaustive, il y a des pays qui en ont fait pour les plantes, qui en ont fait probablement pour telle ou telle catégorie, mais de façon intégrée, nous sommes les deux pays en Afrique. Et la carte du monde le montre très clairement, c'est le Bénin et l'Afrique du Sud. D'où l'importance, comme l'a dit mon collègue Jean Didier, il faut investir dans la recherche pour avoir de l'information avant de définir une politique. Nous allons parler de solutions, nous allons parler de l'une ou l'autre approche, mais comment aller à une solution si on ne connaît pas le problème sous forme scientifique? Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Non, il y a une part de responsabilité de nous les chercheurs ou de nous les développeurs, je dirais ceux qui doivent élaborer les données pour les prises de décisions politiques ou de gestion. C'est-à-dire, nous parlons de ressources renouvelables. Nous parlons de ressources reproductibles. Qu'est-ce qui empêche les Africains, en dehors de l'Afrique du Sud, j'allais dire l'Afrique australe, de reproduire le buffle pour que celui qui dit « j'ai envie de consommer la viande de buffle » puisse consommer la viande de buffle? Qu'est-ce qui nous empêche de reproduire les antilopes, le coq de buffon, l'hippotrague, et celui qui dit, mais j'ai envie de consommer telle viande, puisse l'avoir. Ce sont des espèces reproductibles. Et c'est un peu en cela que la paresse au niveau j'allais dire, des chercheurs dans ce domaine en Afrique est extrêmement criarde. On peut faire le commerce, le business de la viande de brousse. Il n'y a aucun problème, à condition que cela se fasse de manière rationnelle et durable. À condition qu'on les élève, à condition que nous on planifie ce que nous pouvons mettre sur le marché avec un stock qui va toujours servir de reproduction. Je crois que si on rentre dans ce schéma, on devrait pouvoir comprendre le consommateur. On devrait pouvoir comprendre celle qui anime une gargote et qui dit, ben, tiens, moi je veux me spécialiser au niveau de mon restaurant sur la viande de buffle, la viande et ainsi de suite. Ça devrait normalement alimenter ce genre de circuit. Et il faut qu'on s'y mette. Le laboratoire d'écologie appliquée a démarré quelques expériences à Dassari, où nous avons introduit les coques de buffon. Mais même pour en arriver là, je ne peux pas vous dire combien nous avons été bloqués par une soi-disant administration qui ne veut pas comprendre qu'il faut changer de paradigme et aller vers l'élevage de ce qui constitue notre patrimoine. Je vous jure, il a fallu, j'allais dire, l'appui de mes collègues togolais pour que j'aille au Togo prendre la souche. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers en disant, bon, on a lancé au moins l'élevage des coqs de buffon au Bénin, et qui commence déjà à prospérer. Je crois que c'est ce genre de choses et qu'il faut changer radicalement et donner les moyens aux scientifiques pour réellement comprendre la biologie, l'éthologie, le comportement de ces animaux, et aussi en faire tout doucement des animaux d'élevage sous forme de ranching ou de game farming. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ce qui nous concerne en matière de mise sur le marché de la viande de brousse. Mais à côté de ça, il faut aussi rappeler, docteur Diagon, qu'il y a des risques qui sont liés également à la santé, parce que c'est un problème de santé publique. Oui, tout à fait, c'est un problème de santé publique. Et vous savez, les espèces sauvages sont souvent des espèces qu'on qualifie en langage épidémiologique d'espèces compétentes, c'est-à-dire capables donc de garder l'agent pathogène sans développer les symptômes. Ça veut dire que ces espèces qui nous protègent en faisant donc une barrière entre l'agent pathogène qui pouvait contaminer l'humanité, ces espèces se trouvent de plus en plus braconnés, les habitats sont quasiment détruits et ça fait que de plus en plus nous avons des maladies émergentes. Et sur la plupart de ces maladies émergentes, 75% de ces maladies arrivent à atteindre l'homme. Okay. Du coup, il faut forcément protéger. Et donc, parlant des risques, il y en a énormément, surtout les contacts avec les animaux, parce que si c'est un marché de dépouilles,
les animaux sont manipulés directement par ces acteurs. Et déjà, à ce niveau, nous avons déjà des risques de transmission de ces maladies autrefois maintenues au niveau de la faune. Mais aussi, vous voyez, aujourd'hui, avec la pandémie de Covid-19, la première espèce qui était soupçonnée comme étant le foyer de ce virus, c'était le pangolin. Et quelques espèces les chauves-souris, notamment les rhinolophes. Vous voyez? Et donc, du coup, ça voudra dire que la faune préservée permet forcément de préserver les hommes. Et donc, nous devons forcément chercher les solutions, les voies et moyens pour préserver cette faune-là. Et aucune approche unique de gestion de la faune n'est une panacée. Il faut combiner plusieurs approches, comme mes co-débatteurs l'ont dit. En fait, la science d'abord, pour vraiment définir les différents indicateurs de suivi de ces marchés. La science permettra aussi d'avoir surtout des données à long terme pour pouvoir prendre des décisions sur comment réellement gérer la faune. Et parce que cette faune, non seulement, ne regardons pas seulement la biomasse exploitée, mais regardons l'aspect fonctionnel. Vous voyez, quand vous enlevez un animal de son habitat naturel, il y a tout un déséquilibre lié donc au fonctionnement de l'écosystème qui est donc amené à garder les agents pathogènes qui causent beaucoup de dommages actuellement. Face à tout ça, en fait, on se retourne vers la science. Il n'y a que la science, il n'y a que les travaux scientifiques. Et le professeur Cécile le disait à l'instant, c'est vrai qu'on aura beau proposer des choses comme solution, mais il faut forcément qu'il y ait déjà une certaine volonté au niveau des administrations. C'est bien cela, si j'ai compris le professeur. Docteur Jean Didier. Bien sûr, la science accompagne le développement. Et donc, en parlant de la viande de brousse, la science est vraiment importante pour comprendre un certain nombre de facteurs qui affectent donc de façon d'abord naturelle les populations de faune et du point de vue et méthode de prélèvement qui affectent la densité de ces espèces. Et comme le docteur Diagon l'a dit, nous nous focalisons souvent sur les antilopes, mais on oublie d'autres espèces comme les oiseaux, etc., qui participent au maintien de l'écosystème. Quand nous prenons aujourd'hui la pollinisation, beaucoup d'espèces d'oiseaux participent à la pollinisation. Vous voyez? Et donc, détruire ces espèces amène à participer à la réduction de la productivité au niveau des champs même. Vous voyez, jusqu'au niveau où ça va. Et donc, nous devons aujourd'hui penser à des modèles innovants, comme le professeur l'a dit, les game farming, les game ranching. Et quand je pense par exemple au système qui est mis en place pour les zones de chasse, ouais, c'est un système durable où les quotas de chasse sont fixés, où chaque zone de chasse a un certain nombre de quotas de chasse et les fonds récoltés participent encore à la conservation. Vous voyez, nous devons penser à des modèles économiques comme ça. Aujourd'hui, nous parlons d'un certain nombre de personnes qui vendent la viande de brousse. Ceux-là, aujourd'hui, sont des acteurs de conservation, au fait. Nous devons penser à des modèles qui les convertissent comme acteurs de la conservation. Aiment la viande de brousse. Voilà. Et donc, nous ne devons plus faire de barrières. Nous devons vraiment aller vers le développement de modèles comme le game farming. C'est un modèle qui a déjà développé dans plusieurs pays d'Afrique, en Afrique du Sud. Et donc, permettre l'élevage de gibier, quelle que soit l'espèce, et organiser les communautés aujourd'hui qui sont ceux qu'on appelle les chasseurs, et donc les organiser autour de cela peut-être dans chaque commune clé, et
développer ce modèle peu à peu, ça va prendre. Ça a été déjà fait pour beaucoup d'autres espèces, les olacodes, etc. Donc nous pouvons aller de l'avant et beaucoup travailler sur ce concept-là. Docteur Philippe Gobert, avant de vous laisser partir, vous avez suivi les explications, les avis de mes invités en plateau. Selon vous, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelles sont les solutions qu'il faut trouver? Alors, moi, je reprends ce qui a été dit par mes collègues. Il faut des solutions basées sur les résultats scientifiques pour avoir une gestion raisonnée des stocks de faune. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution vu le contexte global, le commerce global, les croissances démographiques, les croissances économiques. Il faut pouvoir gérer, et pour bien gérer, il faut des bons arguments, des bonnes données scientifiques. Moi, je voulais revenir sur un des résultats qu'on a eu, donc, notamment grâce à nos investigations scientifiques, sur une espèce très menacée, le pangolin à ventre blanc, ce fameux pangolin. Donc, il est protégé au niveau national au Bénin. Il a un intérêt vraiment patrimonial parce que la population de pangolins à ventre blanc au Bénin, Togo et Sud-Est Nigeria est endémique. C'est une population endémique, donc elle a un intérêt vraiment fort en termes de patrimonial. Il faut la préserver. Donc le pangolin au Bénin, mais pas seulement, est très utilisé à des fins thérapeutiques et spirituelles, surtout au niveau de ses écailles, mais il est également très consommé, très apprécié. Alors, nous, à notre niveau, on n'a pas pu évaluer le nombre exact de pangolins qui étaient chassés chaque année au Sud-Bénin. C'était pas forcément l'objectif premier. Mais à travers la génétique, on a pu montrer quelques points saillants qui montrent que, en fait, l'exploitation de l'espèce est non durable. Alors, premièrement, les populations de pangolins que nous avons étudiées sont toutes consanguines. C'est-à-dire qu'elles sont toutes isolées les unes des autres, et que les individus de chaque population se reproduisent entre eux, ce qui est très mauvais en fait à court terme pour la survie de ces populations. Le deuxième point, c'est qu'on a une baisse dramatique et récente du nombre de reproducteurs au Sud-Bénin, qui est en fait en dessous du seuil minimum de viabilité pour une population. Donc ça, c'est vraiment un résultat fort issu de la génétique. Et le troisième point, c'est qu'on a constaté, en termes de traçage du commerce des pangolins, des transports sur de moyennes à longue distance, entre 170 et 350 km, d'une forêt source où le pangolin a été chassé vers le point de vente. Et parfois, ça impliquait des transferts interpays, du Togo au Bénin, par exemple. Donc, ça, c'est la génétique qui a permis de montrer ça, et sans la science, on n'aurait pas pu savoir ces choses-là. Et ça, ce sont des diagnostics, des estimateurs diagnostiques de la situation d'une espèce, en l'occurrence le pangolin à ventre blanc. Et pour nous, la conclusion, c'est que dans l'État, cette population est menacée d'extinction à court terme au Bénin. D'accord. C'est assez clair. Docteur Philippe Gobert, merci. Je rappelle, vous êtes généticien spécialiste du traçage et de la provenance des animaux, c'est bien cela. Vous êtes à l'université Paul Sabatier, c'est à Toulouse, en France. Merci beaucoup, docteur Gobert. Merci. Merci. Professeur Brice Cessin, finalement, quel est le type de formation appropriée aujourd'hui, je vais dire, pour éviter l'épuisement de nos ressources? Mais je crois que on a eu une première tentative à placer une école de techniciens supérieurs à Kandy. Bon, malheureusement, avec un peu les réajustements et les restrictions au niveau de l'éparpillement, peut-être pas bien justifié. Vous voyez, des centres universitaires, on en est quasiment à sa suppression. En tant que formateur, je ne peux que regretter qu'on n'ait pas les outils d'accompagnement de la politique gouvernementale. Le gouvernement a dit, je donne priorité à la bonne conservation en faisant appel par exemple à African Park, qui sont ceux qui vont soutenir ce genre d'activité. Ce sont les techniciens que nous formons. Bon, malheureusement, j'allais dire, ce niveau de compétences n'est plus tellement en vogue, tout au moins à l'université de Parakou. Ok, nous n'avons pas baissé les bras pour autant. Nous continuons toujours de former des spécialistes en aménagement et gestion des aires protégées. Donc, tous ces espaces qui restent encore où nous pouvons faire de la conservation, mais aussi la compréhension de la ressource.
la compréhension, la bonne connaissance des espèces. C'est ça qui nous permet, nous, de les catégoriser par relativement, j'allais dire, peut-être moins vulnérables à danger critique d'extinction. Si nous n'avons pas une bonne connaissance de la population, de la répartition géographique, et Philippe vient de dire, il y a trop de consanguinité. C'est-à-dire que l'espace pour qu'il puisse avoir des échanges de flux de gènes, pour que d'autres espèces quittent par exemple les monts Koufé pour peut-être venir dans la Lama, et de la Lama vers les forêts classées qui seront dans le plateau, et ainsi de suite. S'il n'y a pas ce réseau pour qu'il y ait ce brassage avec des sangs nouveaux qui devraient arriver au sein de la population, mais forcément, ce sont les mêmes individus qui vont s'accoupler, se reproduire et perdre leur vigueur génétique au fil du temps. D'où aussi une très grande menace. Mais pour le savoir, il faut qu'il y ait des scientifiques et les moyens nécessaires pour comprendre tous ces phénomènes. Et je crois que c'est en ça que c'est capital de donner les moyens. Nous parlons d'université, nous parlons de formation supérieure. Donc ce n'est pas simplement aller raconter ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Chine. C'est d'avoir les moyens d'investigation, de former les apprenants à être aussi critiques sur le terrain, à avoir le regard de la démarche, l'approche de la démarche scientifique pour pouvoir rapporter aussi les choses. Demain, ils seront responsables à tel ou tel niveau. Est-ce qu'ils ont la culture scientifique imprimée déjà au cours de leur cursus académique? Je crois que c'est ça qui est déterminant. On ne le dira jamais assez. L'université a besoin de moyens de recherche pour s'affirmer. L'université n'est pas un gros lycée. Ce n'est pas le collège après le bac. L'université, c'est l'université. C'est-à-dire que le chercheur, le professeur qui enseigne doit utiliser une bonne partie, vous voyez, des données collectées de son expérience de chercheur pour pouvoir alimenter son cours, pour pouvoir aussi orienter les apprenants vers les stages, les lieux de stage les plus appropriés. Et c'est ça qui fait la différence. Il faut coûte que coûte donner les moyens pour que nous puissions accompagner l'État, le gouvernement dans sa politique, vous voyez, de conservation de la nature. Nous avons un ministère qui est en charge de l'environnement. On a des programmes sur les forêts classées, sur les parcs nationaux, les zones de chasse. Mais si on ne forme pas les techniciens, comment pouvons-nous accompagner ces programmes gouvernementaux? Et c'est là est toute la question fondamentale de la formation. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. C'est très intéressant quand on vous écoute. Docteur Diacon, on va faire un dernier tour, parce que le temps il est parti déjà. Peut-être pour conclure sur les véritables solutions à la suite de tout ce qui a été proposé, rappelé par le professeur Brice Saint-Saëns. Ok, je vais toujours abonder dans le même sens par rapport à la formation, mais la formation beaucoup plus pratique sur le terrain. Ok. Où les étudiants doivent être formés en contact direct de la ressource et non à l'intérieur des classes. Donc c'est la pratique, rien que la pratique. La pratique, mais aussi, n'oublions pas aussi les populations riveraines qui, de manière volontariste aussi, peuvent aider à alimenter toutes les bases de données. Et donc, former les para-écologistes dans la collecte des données autour des aires protégées serait aussi un atout. Et l'autre chose que je me plais souvent à dire, surtout pour les sensibilisations, il faut beaucoup plus même utiliser les jeunes influents autour des aires protégées, les former aux différents aspects pour que ceux-là soient utilisés pour les actions de formation et de sensibilisation et non les approches top-down où le gestionnaire même vient dire ce qu'il ne faut pas faire. Cela vraiment pourrait aussi aider d'abord à la conservation et aussi à permettre à ce que la population se sente aussi au cœur de cette conservation-là. Merci beaucoup, et je présume que African Parks, vous avez besoin des scientifiques pour travailler, n'est-ce pas? Bien sûr, merci. Évidemment, comme on le sait, je ne cesserai de le dire, la recherche pose vraiment les bases de la conservation et les chercheurs et ceux qui sont sur le terrain doivent vraiment travailler en synergie
pour pouvoir aller vers une meilleure conservation. Et donc, African Park, qui gère aujourd'hui les parcs nationaux de la Pendjari et du Douvé, est ouvert à des collaborations dans ce sens, à asseoir des collaborations qui vont dans le sens pratique de terrain, parce que nous avons les compétences pour vraiment appuyer les universités pour la pratique de terrain, mais dans les limites, dans nos limites aussi. Et aussi, ce qui est important, il faut vraiment travailler dans l'amélioration des corridors écologiques, et qui est vraiment important, parce que lorsque nous avons des îlots isolés où il n'y a pas de connectivité, cela ne participe pas au brassage génétique, etc. Donc ça, c'est aussi important. Et aussi, il a parlé de la sensibilisation, c'est très important, surtout au niveau des apprenants, des élèves, des écoliers. Vous imaginez, il y a certaines personnes qui vivent autour des aires protégées, mais qui ne connaissent même pas ce qui se fait à l'intérieur. Quand je prends le parc de la Pendjari, nous avons constaté que des gens vivaient dans la zone depuis 10 ans, 15 ans, mais qui n'ont jamais vu un buffle, qui n'ont jamais vu un éléphant. Et donc, nous avons mis en place un programme d'éducation environnementale qui permet aux écoles et aux élèves de visiter le parc, de voir et voilà la diversité faunique du parc, de leur expliquer l'importance de cette biodiversité. Et cela aussi a vraiment un impact fort sur la prise de conscience dès le jeune âge et face aux questions de conservation. Merci beaucoup, docteur Jean-Didier Akponan. Professeur, vous allez conclure. Oui, merci. Donc, j'ai écouté le chef de l'État qui mettait l'accent sur la sécurité. Oui. Vous voyez, mon collègue Sylvestre disait, il faut que nous puissions former in situ à la réalité concrète du terrain. Je prends les étudiants et dis, mais écoutez, nous avons discuté de l'aménagement d'un parc national. Allons dans la Pendjari. Je vais stresser les collègues. Non pas que ils vont être réticents. Mais il faut prendre des dispositions pour assurer la sécurité. Où est-ce que nous allons rester? Est-ce que c'est extrêmement aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons plus rien faire sans que la sécurité ne vienne aussi comme un autre facteur, j'allais dire de perturbation venant de l'extérieur. Ça montre toute l'importance. Vous allez aujourd'hui à African Park. On a des moyens de surveillance au niveau aérien. On a des moyens de surveillance au niveau terrestre. On a aussi les moyens de surveillance de par la qualité de la coordination, de l'action sur le terrain. C'est tout cela qui rassure et qui montre très clairement que on peut y aller. Mais je vais les stresser parce qu'ils vont dire, tiens, vous venez avec 30 étudiants, vous venez avec 20 étudiants, il faut des dispositions, Avant, non, c'était pas du tout un problème, on allait tout de suite, c'est bon. C'est quand ils ont le temps qu'ils nous suivent, et puis aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et si je ne montre pas aux étudiants, voilà la source d'eau qui fait que les animaux peuvent rester sur place en saison sèche. Voilà. Ces sources d'eau sont en même temps les situations de pose de guet-apens et si vous savez. Le problème de sécurité est devenu vraiment un problème majeur. Et il faut vraiment soutenir le chef de l'État à pouvoir déployer les moyens dont il parle pour que nous puissions au moins aller partout. On amenait nos étudiants jusqu'au Niger. Je ne peux plus. On ne peut plus. Nous faisions nos stages au Niger et on allait partout. C'est terminé à cause du même problème de sécurité. Merci. Merci beaucoup, professeur Brice-Saint. En tout cas, je suis convaincu que votre appel sera entendu par les bonnes personnes, les autorités, parce que c'est important, c'est quand même pour le développement de notre pays, c'est pour permettre à ces jeunes étudiants et tout de découvrir la réalité. Et vous, scientifiques, vous faites un énorme travail. Merci beaucoup, professeur Brice-Saint, d'avoir accepté mon invitation pour revenir sur cette problématique très importante, la problématique de la chasse villageoise et le commerce de la viande de brousse dans le contexte donc des épidémies et pandémies d'origine animale. C'est une question de santé publique et de conservation surtout des ressources naturelles en Afrique. Merci beaucoup, professeur Brice-Saint, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, docteur Chabi Sylvestre Diagon, enseignant-chercheur spécialiste de la faune. Merci également d'être passé sur ce plateau. Et puis, docteur Jean-Didier Akponan, vous êtes à African Parks et vous êtes spécialiste de la faune. Vous êtes au parc national de la Pendjari. Merci vraiment d'être venu également. Et puis merci au docteur Philippe Gobert qui doit repartir
très bientôt à Paris, notamment à Toulouse. Merci vraiment. Et Merci. vous passez de très belles fêtes Merci. de cette année. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Merci. Merci.